Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 5 décembre 2025, épisode 507, il est 23h30. Et à la une de l'actu, Cloudflare attribue sa panne mondiale au déploiement d'une mitigation d'urgence contre la faille React-to-Shell, provoquant une régression logicielle majeure. Menace, la CISA met à jour son catalogue Kev et détaille Brickstorm, un implant persistant utilisé par des acteurs étatiques chinois pour compromettre les environnements VMware vSphere. Vulnérabilité, le CRTFR émet un avis critique sur PostgreSQL, PG Bouncer signalant une injection SQL permettant de contourner les contrôles d'accès aux bases de données. Et enfin, en cybercriminalité, les campagnes de smishing pivotent vers les leurs financiers et fiscaux visant l'enrôlement frauduleux de cartes bancaires dans des portefeuilles numériques. La CISA vient d'ajouter la CVE 2025-55182 à son catalogue des vulnérabilités exploitées, le KEV, confirmant l'existence de campagnes d'attaque actives ciblant une faille critique d'exécution de code à distance, les fameuses RCE, dont les composants serveurs Meta-React. On en parle déjà depuis le début de la semaine, c'est fait, c'est confirmé. L'inscription immédiate de cette CVE sous la directive opérationnelle BOD 2201 signale que des acteurs malveillants disposent déjà d'exploits fonctionnels et les utilisent pour compromettre des environnements de production. Et contrairement aux vulnérabilités React classiques souvent limitées au contexte du navigateur client, les fameuses XSS, cette faille va toucher l'architecture de rendu côté serveur, le fameux server-side rendering. Cela permet à un attaquant distant non identifié d'injecter et d'exécuter du code arbitraire directement sur le serveur d'application, contournant ainsi totalement les protections périmétriques traditionnelles et les sandbox front-end. Alors l'impact technique, il est sévère. La compromission des composants serveurs offre un point d'entrée privilégié pour l'exfiltration de données back-end, le mouvement latéral vers les bases de données connectées ou l'établissement de persistants au niveau du conteneur ou de l'hôte, et les équipes SOC doivent immédiatement ajuster leurs règles de détection pour surveiller les appels anormaux vers les endpoints gérant le rendu des composants React. Bref, on en avait déjà parlé, c'est officiel, c'est exploité. La CISA, la NSA et le Centre pour la cybersécurité canadien alertent conjointement sur Brickstorm. C'est un implant persistant sophistiqué opéré par des acteurs étatiques chinois, ciblant spécifiquement les infrastructures critiques via les environnements VMware vSphere et les ESXi. Ce malware, compilé en Go sous format ELF, garantit sa persistance en modifiant les fichiers d'initialisation système dans /etc/sysconfig pour exécuter en amont des processus légitimes de l'hyperviseur, tout en utilisant une routine de self-watching capable de réinstaller le binaire automatiquement en cas d'interruption ou de suppression partielle. L'architecture de command and control est conçue pour l'évasion maximale. Brickstorm utilise le DNS over HTTPS, c'est le fameux DOH, via des résolveurs publics légitimes comme Cloudflare ou Google pour masquer la résolution de ces infrastructures C2. Cette communication exfiltrante s'effectue ensuite via des WebSockets encapsulant des tunnels TLS imbriqués, utilisant le multiplexage via la bibliothèque SMUX ou YAMUX pour dissimuler plusieurs flux de commandes, dont des shells interactifs au sein d'une seule connexion chiffrée en HTTPS standard. Alors sur un plan opérationnel, l'implant agit comme un proxy SOC, facilite le mouvement latéral depuis la DMZ vers les contrôleurs de domaine pour une exfiltration de la base ntds.dit. Plus critique encore, pour les environnements virtualisés, certaines variantes exploitent des interfaces VSOC pour permettre une communication inter-VM totalement invisible au niveau des sondes réseau traditionnelles, et les équipes SOC doivent impérativement lancer des recherches de menaces sur les serveurs vCenter pour identifier des binaires ELF suspects, mimant des processus VMware comme VMSRC ou Update MGR. Bon courage. Et configurer les pare-feux pour bloquer strictement tout trafic DOH sortant depuis le plan de gestion de la virtualisation. À lire, c'est hyper intéressant. C'est de la bonne menace étatique comme on en voit de plus en plus. Nos amis du CRTFR ont émis l'avis de sécurité AVI 1061 qui concerne la CVE 2025-12819 qui affecte PG Bouncer, le gestionnaire de pool de connexion standard pour les infrastructures PostgreSQL. Cette vulnérabilité d'injection SQL réside au cœur même du middleware du gestion de trafic, permettant à un attaquant de manipuler le flux de requêtes avant même qu'il n'atteigne le moteur de la base de données, et contrairement aux injonctions classiques,
les injections classiques, situées au niveau applicatif, cette faille compromet la couche d'abstraction réseau, rendant inopérants les mécanismes de sanitisation implémentés dans le code client ou les ORM. L'exploitation de cette vulnérabilité sur des versions antérieures à la 1.25.1 permet l'exécution arbitraire de commandes SQL avec les privilèges du compte de service utilisé pour le pooler, contournant potentiellement les politiques d'authentification et de contrôle d'accès définies en amont. Alors, compte tenu du rôle central de PG Bouncer dans les architectures haute dispo et cette position en tant que point de passage obligé pour les transactions, le risque d'exfiltration ou d'altération massive de données est élevé. Tous les administrateurs de bases de données doivent impérativement migrer vers la version 1.25.1 ou supérieure pour corriger le défaut de parsing des paquets de requêtes et restaurer l'étanchéité du tunnel de connexion. Cloudflare a attribué l'interruption de service massive survenue aujourd'hui à une régression opérationnelle causée par le déploiement d'urgence des règles de mitigation contre la vulnérabilité critique, la fameuse CVE 2025-55182, surnommée React to Shell. L'incident qui a entraîné des erreurs 500 sur environ 28% du trafic HTTP mondial géré par l'entreprise n'est pas le résultat d'une cyberattaque directe, mais d'une modification défaillante de la logique de parsing du corps des requêtes HTTP, ce qu'on appelle le Body Parsing Logic, destiné à filtrer les charges utiles malveillantes, ciblant les composants serveurs React. Cet événement souligne la volatilité extrême des contre-mesures appliquées à la volée sur les infrastructures Edge face à des vulnérabilités de sérialisation complètes. Bref, tu réfléchis pas, tu patches et tu comprends ce que tu fais. La faille sous-jacente de React to Shell réside dans le protocole Flight des React Server Components, les fameux RSC, et permet une exécution de code à distance, non notifié à la requête HTTP. On en a longuement parlé. C'est un incident de production qui est lié à une mise à jour de patch fait à l'arrache, et vu la taille de l'infrastructure, on ne peut pas tout contrôler. En tout cas, très transparent de la part de Cloudflare. Krebs and Security revient sur les syndicats de la cybercriminalité basés en Chine. Historiquement responsables des campagnes massives d'usurpation de services postaux, ils opèrent un pivot tactique majeur à l'approche des fêtes de fin d'année. Ces groupes délaissent les leurs logistiques pour des vecteurs financiers plus agressifs, exploitant désormais des faux programmes de fidélité aussi bien chez T-Mobile et AT&T et des notifications de régularisation fiscale factices. L'infrastructure d'attaque repose sur des kits de phishing as a services sophistiqués qui vont utiliser e-message et les protocoles RCS pour contourner les filtres SMS traditionnels des opérateurs et augmenter la légitimité perçue des messages. Alors techniquement, ces campagnes se distinguent par une évasion défensive avancée. Les domaines malveillants filtrent le user agent et ne délivrent la charge utile que si la requête provient d'un appareil mobile, rendant inopérants les scanners de sécurité automatisés sur les environnements de bureau, et le mécanisme de fraude ne se limite plus au vol des numéros de carte, les fameux PAN. L'objectif est le détournement du processus de tokenisation des portefeuilles numériques, que ce soit Apple Pay, Google Wallet, et lorsqu'une victime saisit ces données, le script back-end initie en temps réel l'enrôlement de la carte sur un appareil contrôlé par l'attaquant. Le code OTP intercepté par la page de phishing est alors relayé instantanément pour finaliser l'ajout de la carte au wallet de l'attaquant, contournant ainsi l'authentification forte pour les transactions futures. C'est une vraie saloperie, hein. Parallèlement, une nouvelle vague de fausses boutiques d'e-commerce éphémères utilisant des techniques d'injection dynamique, c'est un code malveillant qui va faciliter l'exfiltration des données et ne se charge qu'à l'étape précise du checkout, permettant à ces sites de rester indétectables par les crawlers d'indexation et les outils de safe browsing pendant des semaines. Les équipes de Threat Intelligence doivent surveiller l'apparition massive de domaines typo squattés liés aux télécoms et aux services fiscaux et ajuster les scénarios de sensibilisation pour inciter sur le fait qu'aucune banque ne demande d'OTP pour annuler une transaction ou créditer des points. La base, quoi. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Utiles. Bon, vous le voyez, hein, ça a été une journée très rude, mais à 23h30 passé. Et après, j'ai pris aucun calmant aujourd'hui. C'est chaud. C'est super chaud. J'ai mal partout. Bienvenue, non. Je vous embrasse très fort. Au revoir. Demain, il y aura la newsletter, j'espère. Je sais pas dans quel état, mais ça devrait le faire. À demain. Et passez un très bon week-end.